Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite HDV. Et oui, ça faisait bien longtemps. Que vous dire écoutez, il faut que vous soyez pas en colère contre moi, mais contre my teeth, ok? C'est à cause de mes dents. On dit teeth ou touffe? La journée, cappuccino, cappuccinette, j'ai rêvé de cet instant, de ce moment-là. Voilà, nos retrouvailles, quoi. Donc, voilà. Mais vraiment, j'ai encore mal. D'ailleurs, demain matin, vous allez voir, même, je dois me lever tôt parce que j'ai rendez-vous encore chez le dentiste et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais passons. J'espère que vous, ça va. Je suis désolée pour l'absence. Pour certains, ça a été très long. J'ai lu tous vos messages. J'ai essayé de répondre au maximum. Merci pour votre amour, de vous être inquiété pour moi. Ça, c'est touchant et tout. Mais ça va. Je vais reprendre tout doucement. Voilà les bonnes habitudes. On va y aller doucement. On commence avec une HDV. Vous allez voir, comme le post que je vous ai dit, va se passer... pour une partie de celle-ci à la Mecque, vous n'êtes pas prêts pour cette HDV. Donc, je vais vous laisser le temps de vous préparer, de vous poser. Je suis trop émue, je suis trop contente de vous revoir. Et voilà, je lance le générique et on se retrouve juste après. Mais dans ce sens, comme ça, vous voyez pas la télé et tout, vous n'êtes pas perturbés. Et moi, en fait, aussi, ça me perturbe. Donc, voilà, générique. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette petite HDV du jour, je vous emmène. Je vous emmène, sans surprise, en Arabie Saoudite. Donc, cette histoire, elle se passe Mantaqa ou Madinat Rabah, Saoudia. Elle se passe dans une ville qui s'appelle Rabah. Cette ville, elle est située à 200 km de la Mecque. Et là-bas, on a un monsieur qui s'appelle Abdelaziz, Hajj Abdelaziz, que tout le monde aime, que tout le monde connaît, que tout le monde respecte, que tout le monde met sur sa tête, tellement que c'est un homme bon, pieux, gentil, serviable, toutes les qualités, machallah, d'un homme vraiment presque parfait, on va dire. Tellement que, en fait, tout le monde le connaissait pour ses valeurs. Et c'était un homme vraiment au grand cœur, le cœur sur la main. Et je vais vous décrire un peu comment tous les gens ont relaté comment cette personne, elle était. En fait, cappuccino, cappuccinette, ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un qui est issu d'une famille aisée et riche. Bien au contraire. Ce monsieur, il part de zéro. Et il s'est fait lui-même. Comment? Depuis qu'il était jeune, il a arrêté l'école. Il avait aux alentours de 15-16 ans. Il a arrêté l'école, il a commencé directement à travailler dans les fermes alentours, là où il habitait, avec sa famille. Donc il allait chez les gens, il travaillait là-bas, il n'avait pas peur de mettre ses mains dans la boue et il économisait parce que depuis qu'il était petit, il avait en tête, Inch'Allah, plus tard quand je vais grandir, j'aurai les moyens et je vais mettre bien ma famille et je vais faire du bien autour de moi et je vais aider les nécessiteux, etc., etc. Et c'était tellement vrai. C'était pas juste des paroles en l'air, que Dieu, il va l'aider. Il travaille. Il met de côté. Jusqu'à un jour, il a eu une belle somme. En même temps, il a pris en âge dans les années, il avait une vingtaine d'années et tout. Il a dit quoi? Il a dit, tiens, ici, là, les gens, ils empruntent beaucoup cette route pour venir à la Mecque. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il va faire comme commerce. Pas con. Je vais faire une station-service. Donc, il a fait une petite pompe à essence et tout, qui a marché du feu de Dieu. Directement, les gens, en fait, ils commençaient à s'arrêter dans sa station-service. En plus, elle était empruntée que pas par les gens, qui allaient accomplir le pèlerinage à la Mecque, mais aussi par des gens, qui allaient en voyage et tout, les longues distances. Et c'était la seule, station-service dans cet endroit-là, quoi. Donc, les gens, t'es obligé de faire une halte quoi qu'il. Même si tu veux juste te dégourdir les jambes, tu vas t'y arrêter. Son petit commerce, il marche, sa petite pompe à essence, là, sa petite station. Et qu'est-ce qu'il va décider de faire à côté? Il va décider de faire une petite boutique. Voilà. Donc, il a mis dedans des toilettes. Jusqu'à, en fait, il a fait comme les stations qu'on connaît maintenant, la Total, quoi. C'était une belle station.
Bon, de là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il disait aux personnes qui travaillaient dans sa pompe à essence? N'importe qui vient, genre, vous voyez que ça se voit, il n'a pas les moyens et tout pour faire un plein, pour mettre juste un peu d'essence et tout. Vous prenez pas l'argent, vous lui mettez le plein. C'est moi, j'offre ça. Et si quelqu'un, il a faim et tout, que vous voyez, il n'a pas les moyens et tout, vous le laissez prendre. Et qu'est-ce qu'il faisait? À côté de ça, tellement que voilà, maintenant, il était aisé, il avait fait même une ferme, et cette ferme-là, il avait fait pousser des palmiers, et dedans, il y avait des dattes, quoi, il vendait plein de dattes, et plein d'animaux, il avait le khair, quoi, genre Dieu, vraiment, il lui a donné de la richesse, quoi, et cette richesse, il n'était pas avare que pour lui, il l'a partagée autour de lui, et c'est pour ça que Dieu lui fructifiait dans ses biens, quoi. Et donc, il prenait tous les fruits, tous les trucs en fait qu'il cultivait dans sa propre ferme et il mettait des paniers comme ça et il y avait un panneau genre en gros libre service sans paiement. Il faisait du khel comme ça, il achetait un frigo, il a mis des bouteilles d'eau, les gens ils pouvaient venir prendre de l'eau et ça lui faisait en fait une sadaqa, une aumône quoi, quotidienne et il adorait ça. Et tout le monde le connaissait, des gens ils étaient en galère de thunes, ils avaient les huissiers derrière eux et tout. T'allais, jamais il va te renvoyer. Il va te donner, il va t'aider et tout ça. Franchement, c'était quelqu'un de très, très bien. Il avait une routine, cet homme-là, ce hajj-là. C'était quoi sa routine? C'était qu'il se levait au fajr, à la prière de l'aube. Il allait dans sa ferme. Pourquoi il allait si tôt dans sa ferme? C'est parce qu'en fait, il avait tellement des terres. En fait, il avait acheté une machine qui avait coûté pas mal de sous. Et donc, à chaque fois, Miskin, il vérifiait que la machine, elle fonctionne bien. C'est la machine qui devait arroser voilà, la terre. Et il vérifiait à chaque fois s'il ne doit pas faire un changement de pièce, si ça fonctionne bien, etc., etc. De là-bas, il restait de l'aube jusqu'à 9h, 10h, comme ça, dans sa ferme. Et après, elle allait chez lui. Il repartait chez lui. Il restait avec sa femme, ses enfants. Ils passaient du bon temps ensemble, tous ensemble. Et de là, il restait là-bas jusqu'au Asr. Au Asr, c'est la fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à la station essence. Pourquoi faire? Pour faire les comptes du jour. Donc, il s'installait là-bas, il avait un bureau. Et il faisait les comptes de tous ses biens et tout ça. Il regardait quelles choses il pouvait améliorer, quelles choses il pouvait apporter, tatati, tatata. Il était toujours en train de faire travailler son cerveau pour faire fructifier ses biens, pour mettre à l'abri sa famille, ses enfants, aider le maximum de personnes autour de lui, et voilà. Et donc, de là, quand il finissait, il restait jusqu'à le maghrib, jusqu'au coucher du soleil. De là, il prenait son argent et il rentrait chez lui, il dîne en famille. Et de là-bas, après, ses enfants et tout ça, ils allaient se coucher. Et lui, il partait à Diwania, comme je vous dis à chaque fois, là, les majlis des hommes, là où les hommes se retrouvaient pour jouer aux cartes, parler politique, parler de ci, ta. Voilà, et après, il rentrait chez lui. Et tous les jours, yuqarrar nafs routine. Tous les jours, il avait la même routine aux mêmes horaires, etc. Tout le monde savait c'était ça sa vie, c'était ça son quotidien. Bon, là, ça se passe bien. Vous êtes en train de vous dire, mais Isis, là, l'histoire, elle est molle. Il va se passer quoi, là? On ne sait pas si c'est du crime, du paranormal et tout ça. Vous allez comprendre bien vite. Un jour, il y a un des mecs qui travaille à sa ferme. Il faut savoir que lui, dans sa ferme, il avait engagé trois hommes qui étaient d'origine pakistanaise. Et je tiens à souligner que c'est pas parce que ces hommes-là, je souligne leur origine, que ça veut dire que tous là, mais là je veux pas spoil, mais voilà, sont pas des bonnes personnes. Celui qui, le Hajj là, il préférait engager ces personnes d'autres origines que la sienne parce qu'il les sentait plus vraies, plus envie de travailler, plus dans la confiance et tout. Il avait plus confiance en eux que dans sa propre origine, quoi. Et donc, lui, il était en train de partir chez lui et il va croiser un de ses ouvriers, un de ses ummel qui était en direction de là, il y a la station de service et la boutique. Donc, il le salue, notre hajj et tout, et il lui dit est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu vas où? Et là, l'ouvrier lui dit là, je vais à la boutique chercher du café et du sucre et tout parce qu'on n'en a plus à la ferme.
Donc là, le Hajj, il dit, prends tout ce que tu veux, même pas que ça, prends-toi pour tes camarades, là, il n'y a pas de problème. Et vous payez pas, tu payes rien. Et à chaque fois, il faisait ça, quoi. Bon, de là, le Hajj, il va se rendre compte qu'il a oublié quelque chose à son bureau dans la station-service. Il va retourner avec son ouvrier. Il faut savoir qu'il y avait des autres ouvriers aussi qui s'occupaient de la boutique, de la station-service et tout ça. Donc, il revient à son bureau, le Hajj, il trouve le papier qu'il avait oublié et il va se remettre à compter son argent. Peut-être qu'il avait un doute ou là, Allahu alam, je sais pas. Et de là, ce qui va se passer, c'est que l'ouvrier, il a pris ce qu'il avait besoin, à savoir le sucre et le café, mais il va voir le Hajj Abdelaziz, qui est en train de compter ses sous, quoi. Qui est en train de compter et il y a, masha'Allah, tabarakallah, il y a une belle somme, quoi. Donc de là, il prend ce qu'il a besoin, l'ouvrier, et il part à la ferme. Et surtout, le chemin, il est là, il pense à quoi? Il pense à la somme d'argent qui est avec le Hajj. Cappuccinette, il arrive dans la ferme de Hajj Abdelaziz. Ses camarades, il ouvre la porte, il rentre, il leur tend comme ça le café, le sucre, et lui, il est dans ses pensées. Les autres, ils ont les trucs dans les mains, ils le regardent, genre en mode, wesh, il a quoi? Donc, il s'approche vers lui, et lui, au même moment, il se retourne vers eux et il leur dit, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Donc, ils lui disent, tu penses à quoi? Il dit, ouais, Hajj Abdelaziz, quand il sort de son travail, là, quand il compte la recette et tout, il fait quoi avec l'argent? Il va où après avec tout ça, là? Les mecs, ils le regardent, ils disent, pourquoi? Oh, parce que, voilà, en fait, je l'ai vu, il est en train de faire les comptes et tout, et je me demandais, en fait, parce que là, il est 19h, les banques, elles ferment tôt, donc, je sais pas. Donc, il y en a un qui va parler, il va lui dire, bah sûrement qu'en fait, il prend la recette avec lui, l'argent avec lui, il rentre chez lui, il doit avoir un coffre ou quelque chose, il met là-bas l'argent, et le lendemain, il doit aller à la banque, déposer ça et tout. Il dit, ah, ok, peut-être, j'avoue, ouais, c'est une hypothèse. Et dans les trois là, l'autre, il va parler, il va dire, mais attends, mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu penses à ça? On dirait c'est tes affaires, c'est pas tes affaires. Pourquoi t'es curieux comme ça et tout? Il dit non, parce que, les gars, si vous auriez vu, comme il y a tel flous, tout l'argent là qu'il y avait. Non, dinguerie, il y a une belle somme. Genre, en gros, cette somme, elle peut nous faire des choses de fou qu'on rêve. D'argent, elle peut nous faire des trucs de fou et tout, on se les partage et il y aura encore du réel, quoi, il y aura encore de l'excédent d'argent, tellement qu'il y a beaucoup. Donc là, il y a un silence, et il avait envie de dire quelque chose, il s'est rétracté, et il y en a un, il lui dit, mais tu penses à quoi? Il lui dit, non, je pense à rien. Il lui dit, écoute, vas-y, dis, tu penses à quoi? Il dit, non, vas-y, je t'ai dit, je pense à rien. Il lui dit, écoute, vas-y, dis, parce que je crois que je pense la même chose que toi. Donc là, celui qui est parti chercher le sucre et le café, il va dire non, vas-y, toi parle en premier. L'autre, il va dire non, toi parle pour voir si c'est la même chose que j'ai en tête. Il lui dit, écoutez, wallah, sur tout le chemin, depuis que j'ai vu l'argent là, je les ai devant mes yeux, jaddam ayouni. Pour moi, les gars, il faut que on vole le Hajj Abdelaziz. De là, il y a un silence. Parce que Hajj Abdelaziz, avec ses trois hommes, Magassar, genre, il les a toujours mis très bien. Il les traitait pas comme des ouvriers, mais plutôt comme si c'était ses fils, quoi. Il assumait aussi leur famille. Il leur faisait que du bien, quoi. Et donc, au début, ils étaient quoi. Ils étaient pas trop chauds pour l'agresser. Mais le problème, c'est quand l'humain, yurdar yu'ma, tu vois, l'humain, ça y est, il a qu'une idée une tête. Quand il a une idée en tête, malheureusement, surtout quand celle-ci, elle est mauvaise, eh ben, pas trop loin de toi, quoi. Il y a le petit démon sur l'épaule qui est en train de te chauffer et te dire, non, mais vas-y, c'est un truc de fou, fais-le. Voilà, tu vas pouvoir faire ça avec l'argent, tu vas pouvoir faire ci, ça. Et donc, en fait, ils vont se laisser berner. Et ils vont se laisser avoir et ils vont faire comme un pacte, comme quoi ils vont pas faire machine arrière et que,
en fait, ils vont pas laisser du temps à Abdelaziz peut-être de sentir le truc et qu'ils vont passer à l'action dès le lendemain. Donc toute cette nuit, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait un plan dans leur tête de comment, en fait, ils allaient voler la recette du jour, du lendemain, que Hajj Abdelaziz met toujours dans sa poche, miskin de sa djellaba. Donc là, cappuccino, cappuccinette, on est le lendemain. Et Abdelaziz, le Hajj Abdelaziz, miskin, il fait sa routine quotidienne. Il ne déroge pas à la règle. Le matin, il va à la ferme, après il rentre chez lui, après il attend jusqu'au Asr, il va à sa station essence, sa petite boutique, et après il compte sa recette et il doit rentrer chez lui, dîner avec sa famille et tout ça. Et au moment où il se lève de son bureau pour partir, voilà son ouvrier de la veille qui vient encore dans la boutique. Il lui dit « Ah, ça va et tout ?» Il lui dit « Ça va, monsieur, ça va, merci. » Après, il lui dit « T'as besoin de quelque chose ?» Ça, c'est le Hajj qui lui dit « Est-ce que t'as besoin de quelque chose ?» Je vous le dis, genre, mon fils, t'as besoin de quelque chose. Et là, l'ouvrier, il lui dit « Oui, on a besoin de pain, de ça. » Il lui dit « Prends tout ce que t'as besoin et tout. » Et lui, il part. Et l'autre, il prend vite les trucs, quoi, qu'il a à prendre. Et il va à côté de la voiture du Hajj. Il lui dit « Hajj, est-ce que ça vous dérangerait pas de me déposer avec votre voiture à la ferme parce que j'ai pas envie de remarcher, s'il te plaît. » Donc de là, le Hajj, bien évidemment, l'ouvrier, en disant ça, il sait très bien que le Hajj, il dit jamais non, miskin, il dit jamais non. Il a dit, il n'y a pas de problème. Atla, genre monte, il n'y a aucun problème. Donc là, ils sont les deux dans la voiture. Ils roulent, il y a un petit silence et tout. Et après, Hajj, il va commencer à parler un peu avec lui, lui dire si ça va, si tout se passait bien et tout. Et là, l'ouvrier va dire quoi? Il va lui dire, écoutez, on ne voulait pas vous dire et tout, mais dans l'après-midi, il y a eu un problème avec la machine. Vous vous rappelez la machine que je vous ai dit tous les jours, miskin, il va voir si ça marche bien et tout. Il y a un problème avec la machine, avec les gars, on a essayé un peu de voir c'était quoi le souci, mais on ne connaît pas. Donc, si vous voulez, là, quand vous me déposez, vous descendez pour voir, en fait, c'est quoi le problème. Hajj, il a dit, oh, sérieux, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me le dire l'après-midi? Je serais passé, tatati, tatata. Hajj, il a dit, oui, là, mais ça, c'est sûr que je vais venir comme ça. Au moins, s'il faut une pièce ou quelque chose, demain matin, je descends, voilà, là où il y a la ferraille et tout ça, et je chercherai cette pièce. Ah là là, mais il fallait me le dire et tout ça. Bon, là, ils arrivent devant le portail de la ferme, l'énorme ferme du Hajj Abdelaziz, et il descend de la voiture et tout. Déjà, il rentre la voiture et il descend, et les mecs, ils referment le portail derrière. Et eux, ils avaient très bien fait le scénario, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis la boîte à outils, ils avaient ouvert le truc là du moteur de la machine qui donne l'eau là, et tout ça, et genre ils étaient autour, ah, Hajj, nanana, on a essayé, tatati. Donc, miskin Hajj Abdelaziz, il va y aller. Il va remonter comme ça cette jellabia, et il va mettre les mains dans le cambouis. Il n'avait pas peur. Hajj Abdelaziz, il est pensé comme ça, miskin, en train d'essayer de voir ce qui va pas et tout ça. Il essaye de comprendre. Quand autour de lui, miskin, il ne sait pas que là, il est au milieu de lions, de jaguars, de monstres, parce que là, vous n'êtes pas prêts. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Hajj Abdelaziz, il est penché comme ça, en train de regarder quelque chose, sa machine. Il y a le mec devant lui qui est avec lui dans la voiture. Et il y a les deux mecs derrière qui vont faire quoi? Il y en a un qui va remonter le Hajj par le bras, genre le redresser. Et l'autre, il est pas loin derrière et il va passer le bras comme ça autour du cou de Hajj Abdelaziz. Et Hajj Abdelaziz, c'est un homme d'un certain âge quand même. Et donc, miskin, il comprend pas ce qui lui arrive. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que quand celui qui était avec lui dans la voiture, il va sortir de derrière sa poche un couteau, et je suis désolée des détails, et va s'approcher de Hajj Abdelaziz et faire ce que moi, malgré que je connais l'histoire maintenant, me choque et me fait trop mal au cœur, va lui mettre un premier coup de couteau, un deuxième coup de couteau et un troisième coup de couteau. Donc là, franchement, je sais, vous êtes choqués. Comment j'ai été choquée, j'ai été triste, j'ai pas compris en fait.
Mais bon, euh, là, j'avais plus les mots. Je me suis perdue là. Donc, voilà, c'est horrible. Surtout, je m'imagine à la place du Hajj, qui a toujours fait du bien, qui les a toujours bien traités, qui, miskin, était à 10 milieux de penser que tout ça, c'était un stratagème, que tout ça, c'était un piège. Miskin s'est refermé autour de lui. Et il est parti comme ça. En plus, il est mort, miskin, direct, quoi. Direct, il a perdu trop de sang et tout, mais Allah yarhamou, paix à son âme et tout. Donc, de là, ils l'ont tué. Ces chiens, ils l'ont tué, quoi. Qu'est-ce qui va se passer ici? Directement, ils vont partir à sa poche. Tu sais, pour la saleté de l'argent, quoi, de la vie d'ici-bas, il lui a pris, ils l'ont pour l'argent, là, ils l'ont pris, miskin, ses sous. Pourquoi depuis il était si jeune, il travaillait tout le temps, en plus il faisait du bien, il donnait et tout, ils l'ont pris la recette directement. Il y avait une grosse somme encore, parce que je vous ai dit, c'était une station-service qui ne désemplissait pas. Et ils sont partis après dans la voiture, ils ont trouvé encore aussi de l'argent et tout. Bref, ils ont tout fait. De là, maintenant, va se poser le problème de, ok, c'est quelqu'un qui a une routine. C'est-à-dire que sa famille et les gens qui le connaissent, il ne faut pas comprendre pourquoi il n'est pas à l'heure du dîner, pourquoi déjà ça fait bien longtemps qu'il devait être rentré et qu'il n'est toujours pas là. Donc là, il va commencer à falloir réfléchir. On va faire quoi? Du corps. Mais ça aussi, Cappuccino, Cappuccinette, ils y avaient déjà réfléchi la veille. Donc, il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'était une grande ferme et que Hajj Abdelaziz, en fait, il donnait de la paille aussi. Vous voyez les gros tas de foin là? Il donnait ça à des autres fermes autour et tout ça. Et donc, vous voyez comment dans les fermes, c'est les foins sur les foins sur les foins sur les foins là, les gros tas. Dans une grange. Donc, ils sont partis. Ils ont fait quoi? Là, dites-vous qu'ils sont en train de traîner le corps de ce pauvre monsieur. Mais le traîner vraiment sans pitié, quoi, sans même pas genre le porter. Non, ils l'ont traîné comme si c'était un vulgaire sac poubelle. Ensuite, ils l'ont laissé sur le côté. Ils ont déplacé tout le tas de foin qui était empilé. Ils sont partis chercher des pelles. Ils ont creusé un trou. Ok. Ensuite, ils ont retraîné le corps de Hajj Abdelaziz, Allah yarhamou, paix à son âme. Ils l'ont poussé brouf comme ça avec leurs pieds et ils ont recouvert. Par la suite, quand ils ont remis la terre dessus son corps, ils ont fait quoi? Ils ont remis les trucs de foin et ils sont partis. Sauf que Hajj Abdelaziz, les ouvriers qui ramenaient de l'étranger là, il les ramenait via des boîtes. C'est-à-dire que c'était pas comme ça, quoi. Non, c'était des boîtes, et c'est avec contrat et tout. Et c'est lui qui avait leur passeport. Parce qu'il ne pouvait pas partir comme ça sans qu'il le sache, quoi. Donc, en fait, ils n'avaient pas le moyen, par exemple, de retourner s'ils avaient envie de fuir vers le Pakistan. C'était mort, pas de passeport. Donc, ils savaient qu'ils devaient, en fait, partir, se cacher dans l'Arabie Saoudite, loin. Et vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Cappuccino, Cappuccinette, on va aller dans la maison de Hajj Abdelaziz. Là, il y a la femme, elle sent qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas dans l'habitude de son mari. Depuis des années, ils sont mariés. Ils sont même des grands-parents. Ils savent très bien, elle sait très bien que son mari, à telle heure il est là, à telle heure il pose à manger, à telle heure ci, à telle heure ça, et là, elle n'est pas bien. Donc, les enfants aussi, là, ses fils, ils ont eu quand même comme des petits signaux d'alerte. C'était pas leur père, ça. Moi, je me c'est pas dans ses habitudes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a deux des frères qui vont commencer à tourner un peu, genre dans la ville, quoi. Et il y en a un, il va partir à la station-service. Donc, celui qui part à la station-service, quand il arrive, il demande aux ouvriers, à son père, oui, où est le boy? Il est où mon père? De là, Cappuccino, Cappuccinette, les ouvriers lui disent, bah oui, il était là et tout, mais il est parti. Par contre, écoutez, monsieur, il était avec un des ouvriers de la ferme. Je pense que comme l'ouvrier, on l'a vu monter dans la voiture, peut-être qu'il l'a raccompagné et qu'il est à la ferme et qu'il doit avoir un petit souci. C'est pour ça qu'il est retenu là-bas. Donc là, le fils de Hajj Abdelaziz, il a dit, ah, ok, alhamdoulilah. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à la ferme et tout.
Oh, peut-être qu'il y a un problème avec la machine de l'eau et tout, je vais aller voir. Donc il remonte dans sa voiture. Et quand il arrive là-bas, il voit aussi la voiture de ses frères qui étaient partis chercher leur père et tout en ville. Là. Et enfin, village quoi. Et là, il rentre et il voit les frères, il voit ses frères qui sont en train d'appeler leur père, mais qu'il n'y a aucune réponse et qu'ils appellent aussi les gars par leur prénom, mais que personne ne vient à eux. C'est un peu la panique et tout ça. Et celui qui est à la station-service, c'était le plus jeune des fils, et ben il va dire à ses frères, oui mais la voiture elle est là. Après il va dans la voiture, il dit mais regarde même, la clé elle est sur le contact. Et la porte, c'est vous qui l'avez ouverte ou elle était ouverte? Ils disent non, on l'a pas ouvert la porte, on l'a trouvée comme ça. Donc, wesh, là il y a un problème. Et donc ils appellent, et il y a un des frères qui va s'avancer vers la machine de l'eau parce qu'il y a quelque chose en fait qui éveille sa curiosité. Il va commencer en fait en s'approchant à voir quoi? Des taches de sang. Chino Capuchinette, quand il a vu les traces de sang, il a un peu paniqué le mec. Il a appelé ses frères, venez voir, Fidem, il y a du sang. Et donc, ils ont commencé en fait à éclairer le sol avec leur téléphone et ils ont vu qu'il y avait plusieurs traces de pas, les empreintes, et aussi qu'il y avait du sang qu'ils n'avaient pas vu avant. Donc les pauvres, ils vont se mettre à suivre des traces de sang. Et comme on dit, Dieu, il aime l'âme des gens opprimés comme le Hajj là. Voilà. Ruh Aziz Andallah. Donc de là, les pauvres, ils sont en train de suivre le sang jusqu'à ça va les ramener jusqu'à où? Jusqu'à la grange et jusqu'à à côté là où il y a tout le foin qui est empilé. Donc les pauvres, ils vont enlever tout le foin et là, les pauvres, ils sont en train d'enlever tout le foin. Ils ont tout mis sur le côté. Et ils remarquent que la terre, ça se voit qu'elle a été retournée il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et donc de là, ça commence à battre dans leur cœur parce qu'ils se disent, pourvu que c'est pas ce qu'on pense. Pourvu qu'on va pas trouver quelque chose qui va nous choquer, qui va nous traumatiser. Et les pauvres, ils enlèvent un peu de terre et commencent un peu à creuser. Et vous l'aurez deviné, malheureusement, ils vont tomber. Ils vont tomber sur le corps de leur père. Voilà, avec du sang et tout, ils sont grave choqués. Voilà, ils ont compris direct qu'elle a été tuée et tout. De là, ils pleurent, ils crient, ils sortent le corps de leur père, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire et tout. Mais le plus jeune, directement pour lui, il sait c'est qui est coupable. C'est les trois ouvriers. C'est les trois ouvriers. De là, bon, ils sortent les portables, ça commence à appeler la police, les ambulanciers, etc. Et le plus jeune, lui, il pense à quoi? Il pense directement, en fait, à aller chez lui, dans le bureau à son père, ouvrir le coffre, prendre les 3 passeports et les donner au plus vite à Shorta, à la police, pour qu'il y ait un signalement qui soit fait et que ces hommes soient vite retrouvés, rattrapés et qu'ils soient punis, très sévèrement punis et tout. Et que voilà quoi, ils vengent la mort de leur père quoi. Donc c'est ce qu'il va faire. Et là directement en fait, les gens ils étaient tellement choqués. Un meurtre ça choque toujours. Que la personne elle soit bien, pas bien, ça choque. Mais que ce soit cette personne-là en question qui était super connue dans la région que je vous ai dit, qui soit super aimée, qui ait toujours fait que du bien, qui a jamais eu de problème, de dispute. Au contraire, voilà, tout le monde l'aimait, l'appréciait, des plus petits aux personnes plus âgées. Non, les policiers, ils étaient en rage. Tout le monde était en rage. Sortaient des volontaires, ils disaient on va retrouver ces mecs-là, on va les retrouver. Et voilà, c'est mieux en fait, c'est la police qui les retrouve avant, parce que s'ils tombent dans nos mains, c'est mort, on va les tuer directement, quoi. Donc de là, tous les postes d'Arabie Saoudite, les douanes et tout, cette photo-là, cette information, elle va voyager, mais à une vitesse. Les gens, ils étaient vraiment choqués. Les gens, ils étaient apeurés parce que, 3 meurtriers comme ça dans la nature, ça fait toujours peur. Donc, il y a eu vraiment une grosse mobilisation de la part de la police, de la population et tout ça pour que, en fait, ces hommes soient appréhendés
est jugé et sévèrement puni au plus vite. Et donc de là, c'est vraiment la misère. La misère, voilà, les gens ici allaient n'importe qui, juste parce que les pauvres, ils voyaient que c'était des Pakistanais. Donc ils allaient, ils disaient, ah peut-être c'est lui et tout ça. Il y a eu comme une paranoïa. Dès qu'ils voyaient des hommes rasés, ils leur mettaient les barbes pour comparer avec les photos, parce qu'ils disaient peut-être qu'ils se sont transformés, tatati, tatata. Mais en fait, tout ça là, c'était des innocents, les pauvres, qu'ils arrêtaient comme ça. Et ça ne pouvait plus durer. Et cette enquête a commencé à rendre malade tout le monde, parce que tout le monde, en fait, voulait que ce pauvre homme-là soit vengé au plus vite. Là, il va se passer quoi? Cappuccino, Cappuccinette, cette enquête, elle va être vraiment une grosse affaire. Et elle va être confiée au meilleur policier de cette région où le meurtre s'est passé, qui s'appelle Saleh El Biladi. Il s'appelle comme ça, ce policier. Et c'est un haut gradé. Et il n'y a aucune affaire qu'il a eue entre ses mains qui soit cold case, quoi, qui ne soit pas résolue. Il résout toutes les enquêtes. C'est le mentaliste de notre histoire, de cette histoire-là. C'est vraiment un policier qui est acharné, qui ne lâche pas l'affaire. C'est mort. Tu tombes contre lui. Même si tu es le plus grand gangster, il va t'appréhender, il va t'appréhender. Il avait une faculté, il était très physionomiste. Il avait besoin de te voir une fois, même si tu as vu une fois, on va dire, il y a 7 ans, 10 ans, il va se rappeler de toi. Il va dire, je t'ai vu à telle place, t'es habillé comme ça. Le mec, trop fort. Il va venir sur son bureau et Miskin, quand il va voir le dossier, il va voir c'est qui la personne là, qui a été tuée comme ça sauvagement, lâchement. Il va être choqué parce qu'en fait, il avait eu déjà affaire à lui. Parce qu'un jour, il était en panne, il avait oublié beaucoup, ça veut dire son portefeuille pour mettre de l'essence, et il l'avait aidé, il lui avait mis le plein gratuit, il lui avait donné beaucoup de fruits, légumes, de l'eau et tout, et il était parti. Et ce geste-là, il est resté dans sa tête, comme je vous ai dit. Et Miskin a été choqué, il dit, non mais attends, qui a tué lui? Lui là? Lui, il a été tué. Non, c'est pas possible. Il était choqué, il était triste et il a dit, Wallah, je jure que les mecs qui lui ont fait ça, je vais les retrouver, je vais les défoncer, quoi, je vais les buter. Donc de là, il s'est passé quoi? Il a bien lu le dossier, il avait les visages bien imprimés dans sa tête. Il sortait dehors. Dès qu'il voyait quelqu'un qui lui paraissait bizarre, louche et tout, il allait. Il le prenait au poste de police, il l'interrogeait, tout ça. Après, il voyait que c'était... La personne n'avait rien à voir, quoi. Donc après, il l'a relâché. Mais cette affaire, Cappuccino, Cappuccinette, ils étaient tellement sûrs, en fait, de la régler vite fait, qu'en fait, cette affaire, elle ne voulait pas se résoudre. Et il commençait à baisser les bras. Jusqu'à même lui, ce policier-là, il va faire une dépression, Salah. Il va faire une dépression parce que cette affaire, on est maintenant 6 mois après et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Pire, vous allez me dire, non, mais il a fait une dépression parce qu'il n'a pas résolu une enquête. Oui, il a fait une dépression, mais pas que à cause de ça. Parce que Miskin, depuis qu'il a eu ce dossier sur son bureau, Cappuccino, Cappuccinette, il rêvait que du monsieur, que du Hajj Abdelaziz qui venait le voir presque chaque nuit dans ses rêves en lui disant, genre en gros, m'oublie pas, venge-moi. Trouve ceux qui m'ont tué, trouve ceux qui m'ont trahi, tatati tatata. Il se réveillait toujours Miskin au milieu de la nuit, en sursaut. Il était trempé et Miskin n'était pas bien. Et là, je vous ai dit, on est 6 mois après et Miskin, cette affaire, il sentait qu'elle le rendait fou. Il savait pas que si c'était son subconscient, si c'était parce qu'il avait pris cette affaire trop à cœur, s'il voulait tellement la résoudre que voilà, il voyait que ça lui échappait, que jamais il va résoudre ça, qu'il avait ses rêves, que est-ce que vraiment il venait le voir, Miskin, l'âme de cette personne, elle n'est pas apaisée parce qu'elle n'est pas vengée. Il n'était pas bien et à chaque fois il fait ses rêves et il commence à être un peu distrait par rapport à son travail et il était tellement pas bien. Un jour il va aller voir son chef et il va lui dire, écoutez, j'ai vraiment besoin de faire une pause, cette affaire elle m'a trop atteint et dans ma vie privée aussi là ça va mal à cause de cette histoire, à cause de cette affaire et voilà, j'ai fait une prière et pour moi je pense que ça va être bien si je vais faire un petit pèlerinage. Aller me ressourcer à la Mecque, faire le pèlerinage
ça va me faire du bien et je vais revenir mieux et voilà, je vais me sentir soulagée. Et lui, en faisant aussi ce pèlerinage, c'est comme s'il voulait montrer à l'âme de Hajj Abdelaziz qu'il était désolé, mais que voilà, il savait plus quoi faire, quoi. Donc le chef, il lui a dit vas-y, parce que c'était un bon policier et il faut vraiment qu'il redevienne lui, quoi. Voilà notre policier Salah El Biladi qui part direction de la Mecque. Et je vous ai dit l'endroit où ils habitaient. Et la Mecque, c'est 200 kilomètres, quelque chose comme ça. Et il arrive, premier jour, il fait son tawaf, ça se passe bien, il fait des doigts pour lui, des invocations pour lui, il demande des invocations pour l'âme du monsieur qui est mort, Hajj Abdelaziz, et il commence à un peu se sentir mieux, il prie, il est voilà au cœur de la Mecque, il se sent apaisé, il a bien dormi cette nuit-là, alhamdoulilah, il se sent bien et tout ça. Ouf, il commence à respirer, à retrouver goût à la vie, on va dire, et voilà, essayer d'avancer, quoi. Et plus trop culpabiliser parce que il n'arrivait pas à résoudre cette histoire. Et là, on est le deuxième jour. Il est au cœur de la Mecque, cappuccino, cappuccinette. Et il y a du monde. Et tout le monde est là, en train de faire son pèlerinage, d'invoquer Dieu, de réciter. Il demandait, lui, à Dieu, déjà dans ses prières avant de venir à la Mecque, une solution pour arrêter ces hommes qui lui montrent un petit chemin, voilà, un miracle même. Il voulait vraiment les apprendre et que c'est pas des gens qu'on doit laisser vagabonder comme ça. C'est des meurtriers, ils ont commis l'injustice, un acte lâche et tout, et qu'il faut qu'ils soient punis et tout ça et tout ça. Et il est là, il fait son pèlerinage. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ça récite partout autour et tout ça. Il marche, cappuccino, cappuccinette. Il marche. Et d'un coup, l'impensable, l'inimaginable va arriver à côté de la Kaaba, à la Mecque, en plein cœur. L'impensable et l'inimaginable, cappuccino, cappuccinette. Imaginez-vous, il y a du monde, vous êtes en train de tawaf. Vous êtes en train de marcher, il y a du monde. Vous voyez la Mecque, le pèlerinage, tous les gens qu'il y a. C'est énorme. C'est énorme. Et je vous ai dit, les physionomistes, il a besoin de te voir une fois. Pas 100 heures, pas une fois, il va se souvenir de toi. Quand tout d'un coup, cappuccino, cappuccinette devant lui, il voit assis en train de réciter le Coran à côté de la Kaaba un des hommes qui ont tué Hajj Abdelaziz. Un des hommes qui ont tué Hajj Abdelaziz était au même moment que lui à la Mecque, aussi en pèlerinage. God. Oh my God. إيش هذا الصدفة. C'est quoi ce truc de fou? S'il vous plaît, dites-moi. C'est quoi? Là, le policier, il est dans tous ses états. Il s'arrête. Il ne le quitte pas des yeux. Il est sûr. Il le regarde. Il ne veut pas avoir un doute. Parce que quand tu fais le pèlerinage ou au cœur de la Mecque, tu n'as pas le droit d'arrêter et tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait un trouble et tout. C'est réglementé. Et donc, s'il n'est pas sûr de lui à 100% et qu'il arrête, ça peut faire une agitation et ça peut faire quelque chose et ça peut être une catastrophe. Sauf que là, lui, il est sûr à 2000% que c'est l'un des hommes qui ont participé au meurtre de Hajj Abdelaziz qui est là, devant lui. Mais comment il va faire? Comment il doit faire? Il ne peut pas aller dire « Je suis policier à telle ville, il y a eu un meurtre, tel jour, et tu faisais partie des meurtriers, tac, l'arrêt. » Il ne peut pas. Il n'y a pas le droit. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une procédure à suivre, il y a un protocole à suivre et tout. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut savoir que dans la Mecque, il y a l'armée ou bien les policiers là qui sont là tout autour de la Kaaba, qui sont là aussi dans la mosquée et tout, sur le lieu saint.
qui sont là pour ça, au cas où il y a des problèmes et tout. Ben voilà, ils sont là, quoi. Donc, il va se diriger vers l'un d'eux. Et il va commencer à raconter l'histoire. Le policier, là, le garde qu'il est parti parler, il est choqué. Déjà, pourquoi il est choqué? Parce qu'il se dit, mais il parle de quoi? Un grand policier de police qui s'appelle Salah El Biladi. Et lui, là, cet homme-là que tu vois, Wallah, ya khoui, je te jure, mon frère, on est dans le meilleur des endroits du monde, je veux pas mentir et tout. Lui, genre, il a tué un monsieur. Voilà le meurtre qu'ils ont commis. Il n'était pas tout seul, ils étaient deux. Et cette histoire, ça fait 6 mois qu'elle traîne sur mon bureau. Et j'en suis même devenue malade. Et je rêve de ce pauvre homme qui vient chaque fois me dire dans mes nuits, venge-moi, venge-moi. Et ça m'a tellement, c'était tellement dur pour moi que je commençais, je pense, à devenir fou et tout ça, malade. Et que j'ai décidé de venir faire un petit pèlerinage pour essayer d'apaiser mon cœur, apaiser mon âme et que tout se passe bien. Et là, mon frère, regarde, c'est un miracle. C'est Dieu qui me l'a ramené. Je demandais qu'une seule chose, c'est de les arrêter. Et regarde, il est où? Donc de là, Cappuccinette, il va se passer quoi? Le policier, il est en train de le regarder, genre en mode, ouais, mais est-ce que vous êtes sûr de vous? Parce que si on l'arrête comme ça, on peut avoir des gros problèmes derrière et tout ça. Il lui dit, écoute, là je vois, t'as ton talkie-walkie, truc la centrale, parce qu'ils sont reliés à une centrale, il y a des caméras, il y a tout et tout. Et tu leur dis, et cette histoire, elle a traîné partout, et tu vas voir que ce que je te dis, c'est la vérité. Donc là, le policier, il a son talkie-walkie, il prend, il part, il donne les informations et tout, et il attend le retour. Et quelques minutes après, à peine, on lui confirme, on lui dit, oui, c'est vrai, cette histoire, tatata. Et le policier là qui est avec toi, il est vraiment connu, c'est un grand, c'est même comme un lieutenant et tout. Et écoute, il faut pas laisser passer ça. Vous avez l'autorisation, Zahma, de procéder à une arrestation, même si c'est à côté. Vous êtes à proximité de la Kaaba, c'est pas grave. Donc de là, ils ont le feu vert. Et le mec là, l'autre policier aussi, qui va aller procéder à l'arrestation, il avait aussi la rage de l'histoire qu'il venait de lui raconter, Salah et tout, il était pas bien quoi. Et donc de là, il y a 20 autres policiers qui arrivent directement et ils encerclent directement le mec. Et le mec, il comprend directement. Il se lève. Là, le Salah, il lui met la main comme ça. Et lui dit, tu vois, j'ai tellement prié pour t'arrêter. Et Dieu, il t'a ramené à moi dans l'endroit où jamais, je penserais dans toute ma carrière ou dans toute ma vie que j'arrêterai quelqu'un un jour. Et de là, ils partent. Ils sortent sans trouble, sans rien. Ça n'a pas perturbé les gens autour et tout ça. La situation, elle a été gérée. Ils sont au poste de police. Et de là, ils ont commencé l'interrogatoire et directement ça. Il lui dit, écoute, toi, tu t'appelles tel, un tel. Tu mesures tant. Tes yeux sont de telle couleur. Tatati, tatata. T'es rentré sur le sol de l'Arabie Saoudite tel jour. Tatata. Il lui a donné toutes les informations. Dès qu'il a fini de dire ça, le mec, il a dit, oui, c'est moi. Bah, en même temps, il va pas mentir alors qu'il est en plein cœur de la Mecque, quoi. C'est très grave. Il va pas mentir. Donc, il a tout validé. Il a rien nié. Il a pas cherché à mentir. Voilà. Après, le policier, il lui a dit, ils sont où les deux autres mecs? Il les a balancés direct. En fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quand ils s'étaient quittés à la ferme, ils avaient partagé l'argent. Et chacun, en fait, avait choisi une ville. Et lui, il est tombé à la Mecque. Et les autres, ils sont tombés, par exemple, à Taïf et tout ça. Ils sont partis là-bas. Donc, ok. Il a passé les adresses. Directement, quand ils ont l'adresse des deux mecs, ils envoient ça dans les postes de police des villes concernées. Et directement, il n'y a pas, on attend le matin et tout ça. Ils sont partis les appréhender et ils étaient arrêtés. Et alhamdoulilah, enfin, cette histoire, elle allait se régler. Alhamdoulilah, les trois là, ils ont été arrêtés. Et là, le policier, dès qu'il sait que les deux mecs, ils sont arrêtés, et il voit le troisième devant lui, il se met à pleurer. Et il va vers la fenêtre qui donne sur la Mecque, quoi, sur la Kaaba.
Et il pleure et il se dit, mais attends. Genre, en fait, cette histoire, elle s'est réglée là. Genre, en gros, il s'est dit, ok, tout ça, le fait que je me sente mal et tout, c'est Dieu qui a fait que je me retrouve là pour, parmi toute la foule, le voir et l'arrêter. Oh, ça me donne des frissons. Les gens, ils étaient choqués. 6 mois, cette enquête, elle est restée sur son bureau. 6 mois, cette enquête, elle l'avait rendu fou. 6 mois, il dormait plus la nuit parce que l'âme du monsieur, elle venait le voir en train de l'implorer d'arrêter les gens qui lui avaient fait du mal et tout ça. 6 mois, il n'était plus lui-même. Et 2e jour, il arrive à la Mecque, il fait son pèlerinage comme tout le monde, normal. Et en tournant comme ça son visage, tac, Rabbi, Dieu lui a montré, regarde, il est là. Tu me l'as demandé, t'es venu jusqu'à ma maison, t'es venu jusqu'à moi, et tiens, il est là. Wow, c'est chaud. Waouh, ça m'a fait des frissons. Donc de là, alhamdoulilah, comme je vous ai dit, ils ont été arrêtés, Dieu merci, ils ont été jugés. Alors là, le jugement, il n'a pas trop traîné parce que l'enquête, elle avait déjà assez traîné selon voilà, tout le monde. Ils ont tous plaidé coupables, ils n'ont pas cherché à nier, voilà, tous les pointer du doigt et ils savaient très bien ce qu'ils avaient commis et ils savaient très bien voilà, qu'ils allaient payer et que l'Arabie Saoudite, elle, dans les jugements et tout ça, elle est très sévère et elle rigole pas, surtout que cette histoire, voilà, elle avait touché tout un pays, ça avait choqué tout le monde, quoi. Donc, ils ont eu la pire sentence, quoi, la plus grave, la plus crainte, à savoir la peine de mort. Moi, j'ai vu la vidéo, mais je la mettrai pas parce que sinon YouTube va faire allez, dégage du site là. Mais moi, la vidéo, je l'ai vue, c'est vraiment de l'exécution, quoi. J'étais même pas prête, je l'ai même pas fini. Mais en gros, ça a pas rigolé. Ils ont été tués d'une balle, c'était voilà. Mais c'était une enquête. Une enquête et une histoire vraiment très difficile, très dure. Parce que les gens, ils vivaient dans la peur, quoi, que, voilà, d'avoir 3 meurtriers comme ça dans la nature qui peuvent tuer quelqu'un d'aussi bon. Et voilà, ils avaient tous peur et ils avaient tous une hâte, c'est que la police, voilà, mette la main dessus et qu'ils soient punis. Donc la famille, ils ont totalement validé, voilà, la sentence, voilà, qui a eu envers ces 3 hommes qui ont lâchement tué sans pitié. Voilà, ce pauvre monsieur qui faisait tant de bien, qui leur a fait tant de bien. C'était vraiment un crime prémédité. Hein. Voilà, ils ont fait un plan et tout. En plus, ils sont pas du tout niés et ils savaient très bien ce qui les attendait, quoi, s'ils étaient pris. Donc voilà, mais tout ça, en fait, pourquoi cet HDV? C'est pour vous faire voir, en fait, que waouh, il y a des choses qui se passent, on n'est pas prêt. Et ce policier, il n'oubliera jamais cette enquête et qu'il a arrêté quelqu'un au cœur de... Et voilà, il a résolu son enquête qui l'empêchait de vivre durant 6 mois là, et bien au plus proche de la Kaaba, quoi, au cœur de la Mecque, vraiment au cœur. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette petite HDV totalement crazy pour mon retour tout en douceur. Fini cette vidéo Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé bien cette histoire, que vous l'aurez deviné maintenant, c'était une petite HDV crime trop triste. Elle m'a déprimée, moi, franchement, je sais pas pourquoi il y a des gens qui font des trucs comme ça, je comprendrai jamais, mais voilà quoi. Dans tout ça, moi, en fait, pourquoi je voulais la partager avec vous, c'est parce que c'est fou, le policier, où il a arrêté cet homme, quoi. Si c'était pas Dieu. Donc, voilà, je voulais partager cette petite histoire avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé. Je me sens bien, je reprends mes habitudes. J'ai trop mal. C'est ce côté-là là, qui me tue aujourd'hui, mais demain, ça peut être lui. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais j'ai pas lâché l'affaire. Si vous avez regardé cette story time, enfin cette HDV, pardon, jusqu'à la fin, je vous invite à écrire welcome back et tout ça, voilà, parce que moi je suis contente hein, de faire ce retour, même s'il est timide. Hein.
On se retrouvera normalement dimanche. Ça va dépendre de demain ce que le dentiste va me faire. J'espère qu'il va pas trop me tuer, quoi. Et que je puisse vous tourner cette story time possession pour vous la poster, Inch'Allah, si Dieu veut, dimanche. Mais voilà, je suis trop contente. S'il vous plaît, ne spoilez pas cette histoire. Please, please, please. Voilà, au maximum. Si vous voulez parler de cette histoire, vous pouvez toujours me l'envoyer ici. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et je suis trop contente de me remettre un peu dans le bain. Même si j'ai disparu, genre, en gros, je crois, 7 ou 8 jours. Mais bon, voilà, quoi. Gros bisous. Merci. Gros bisous. Merci pour tout. Et on se dit très vite pour une nouvelle HDV. Ciao!